I'm Julian Assange, Roger, I'll get you in constraint. editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets, These documents belong to the United States government. been attacked by the powerful, The United States strongly condemns. Quit asking questions. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge, but that hasn't stopped us. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. WikiLeaks est une organisation médiatique à but non lucratif sous forme de site internet. Il a pour but de révéler au grand jour la vérité en publiant des documents inconnus du grand public, documents soumis par des particuliers, des whistleblowers ou lanceurs d'alerte, qui envoient des documents qu'ils considèrent pertinents de révéler. La particularité de WikiLeaks se trouve dans la protection de ses sources et la garantie de leur anonymat complet. En effet, il est impossible pour qui que ce soit de retrouver la source de cette information, pas même les membres de WikiLeaks. Alors qui est Julian Assange, le visage public de l'organisation ? Australien, né en 1971, il fréquente 37 écoles, 6 universités et son talent est l'informatique. Hacker pour un collectif activiste sous le nom de Mendax, il est condamné pour ses actions. Obsession pour la transparence, une critique latente et perpétuelle envers la politique américaine, un personnage particulier, décrit par les gens qui l'ont côtoyé comme brillant, travailleur, sympathique, mais également irresponsable, guidé exclusivement par une soif de justice et de transparence, au point de parfois oublier le pragmatisme qu'impose le métier de journaliste pour se laisser emporter par ses convictions d'activiste. Parfois décrit comme manipulateur, une personnalité ambivalente, ambiguë, attirant l'attention par sa singularité, mais perturbateur à ses heures, comme ont pu le témoigner les journalistes du Der Spiegel, de The Guardian ou du New York Times, excès de colère, menace, un génie, un dérangé ou peut-être un peu des deux, narcissisme, égocentrisme, quelqu'un ayant un attrait au pouvoir. Alors, WikiLeaks est mis en ligne le 4 octobre 2006. En 2008, le site publie alors des documents de la banque suisse Julius Baer qui met en cause ses filiales aux îles Caïmans. La banque porte plainte contre WikiLeaks mais perd au nom de la liberté d'expression. En 2009, WikiLeaks met en ligne plus de 6700 rapports du service de recherche du Congrès américain et la même année, Assange reçoit le prix des médias d'Amnesty International, ce qui le consacre auprès des médias de masse. Mais c'est en 2010 que WikiLeaks passe dans la cour des grands, avec la diffusion de la vidéo Collateral Murder ou meurtre collatéral. On y observe depuis un hélicoptère Apache américain un crime de guerre commis en Irak sur une vingtaine de personnes, majoritairement irakiennes, journalistes pour certains, 2 occidentaux de l'agence Reuters étaient présents ainsi que 2 enfants irakiens. Cela déclenche une polémique mondiale qui enflamme les journaux de la planète à propos d'une guerre soi-disant propre. Les images sont violentes et choquent l'opinion publique. Cet événement marque le coup d'envoi de WikiLeaks avec plus de 10 millions de vues sur YouTube. L'organisation commence à avoir de la visibilité internationale et de la reconnaissance. Cependant, la vidéo fut transmise par Bradley Manning, analyste pour l'armée américaine. Il s'était confié à un autre hacker sur des chats privés, Adrian Lamo, qui se trouvait être le 2e hacker d'Australie après Assange. Il connaissait Manning grâce à la toile et décida de contacter les services de renseignement américains pour divulguer l'identité du lanceur d'alerte. Après un procès en cour martiale, il fut condamné pour insubordination. Manning, âgé de 26 ans, est en prison où il purge une peine de 35 ans, dans des conditions très difficiles. Pour certains, il est un héros des temps modernes et pour d'autres, il est un traître. Mais c'est en 2010 que 2 scandales diplomatiques éclaboussent de nouveau la diplomatie américaine. D'abord, ce sera l'Afghan War Diaries, où 90 000 documents d'entre 2004 et 2009 sont publiés. Plus tard dans l'année, ce sera l'Iraq War Logs, mis en ligne, où on découvre notamment que l'armée américaine n'avait en aucun cas l'objectif de réduire la force d'Al-Qaïda sur le terrain, mais bien d'abattre le régime irakien. L'objectif terroriste ne commençant que 3 années après le début de la guerre. Le 28 novembre 2010, les États-Unis font de nouveau face à un scandale avec des centaines de milliers de dépêches diplomatiques publiées. On surnomme cette affaire le Cablegate. Des dépêches par exemple de juin 2008 où l'ambassade américaine en Tunisie dépeint le régime de Ben Ali comme un État sous la coupe d'une corruption organisée autour de la famille du chef de l'État en les qualifiant de quasi-mafia. Cette fuite est d'ailleurs à l'origine d'une grande polémique en Tunisie et a favorisé l'essor révolutionnaire. Certains appellent ce mouvement la première révolution 2.0.
On apprend d'autre part que, dans une dépêche de 2009, que la diplomatie américaine doit renseigner les services secrets américains sur l'entière vie privée des diplomates de l'ONU. Le même jour, Interpol décide d'un mandat d'arrêt international contre Assange pour agression sexuelle et viol en Suède. Le 14 décembre 2010, Assange sera remis en liberté, mais sous caution. L'Équateur, alors, accepte sa demande d'asile politique, mais l'Angleterre refuse qu'il quitte le territoire puisque la Suède a demandé son extradition. Ainsi, il vit depuis lors à l'ambassade d'Équateur. Donc, pour Assange, il faut exploiter le plus possible une fuite, faire du bruit autour pour être relayé à l'échelle internationale grâce aux médias de masse qui deviennent peu à peu des partenaires. En effet, Assange explique qu'un média a un pouvoir fondamental, trop souvent oublié par les médias traditionnels. En effet, un appareil médiatique peut avoir l'occasion de sortir de si grands scoops que durant un court moment, les sièges sociaux des journaux mondiaux ont le pouvoir d'imposer un débat sur la scène publique mondiale, en mobilisant gouvernements, universitaires, militants ou citoyens. Pendant un instant, la société parle des événements ou des documents dévoilés à tous, jusqu'à ce que les médias passent à autre chose, à un autre grand titre qui efface l'ancien. Ainsi, Wikileaks réussit à attirer l'attention mondiale, grâce à des méthodes de surmédiatisation et un respect entier de l'anonymat et un financement par les dons. Ainsi, Wikileaks se constitue comme un nouveau contre-pouvoir. À la base, le pouvoir est une émanation de l'État. On a divisé les pouvoirs en trois pour éviter les abus et contrebalancer chaque pouvoir. Les médias sont devenus avec le temps un quatrième pouvoir qui tend à s'institutionnaliser, tout comme l'État. Désormais, Wikileaks souhaite devenir un contre-pouvoir des quatre derniers. Assange ne cache pas ses opinions politiques de type anarchique, alors son organisation peut bel et bien mettre en danger les institutions véhiculant les quatre premiers pouvoirs. Donc, il y a tout de même un paradoxe, Wikileaks, car ébranler les institutions, est-ce toujours servir le bien commun ? Car le décalage se trouve entre son objectif et sa méthode. L'objectif est permettre donc la diffusion de la vérité par la publication de documents bruts, en révélant des secrets et en dénonçant donc les institutions responsables. Sa méthode, préserver l'anonymat des sources. Mais quelle est la sécurité ? Quand Manning est dénoncé par un hacker avec qui il a eu des conversations à ce sujet, arrêté et retrouvé, Wikileaks ne se bat pas pour sa libération, alors même que celui-ci est emprisonné dans des conditions très difficiles. Pourquoi ? Ce n'est pas Wikileaks qui l'a dénoncé. Manning s'est vendu lui-même en quelque sorte. Pour Dom Scheidberg, le numéro 2 de Wikileaks, l'organisation aurait dû arrêter la publication des documents pour ne pas mettre davantage en danger Manning. Un autre exemple, quand Assange, alors même que les journaux avec qui il collabore ont déjà publié les câbles coupés, édités, corrigés, pour supprimer les noms des éventuelles sources ayant aidé de près ou de loin, intentionnellement ou non les Américains, Assange décide de republier sur le site de Wikileaks les documents bruts, non édités, mettant ainsi en danger toutes les sources citées dans les câbles. Ce sera un des grands arguments contre Wikileaks, qui s'en était bien sorti jusque-là. Ils ont du sang sur les mains, dit le Pentagone, un peu culotté de la part d'une armée remise en cause par des exactions commises en Irak et en Afghanistan, révélées par Wikileaks. À cela, Assange répondra évidemment qu'il n'y a aucune preuve. Assange a en effet fait une erreur en republiant les documents bruts. En agissant de la sorte, il a donné des armes à ses ennemis et a sans doute mis en danger certaines personnes sur le terrain. L'obsession d'Assange pour la transparence a démontré les faiblesses de l'organisation qui ne reposait que sur une seule personne et donc d'une unique volonté. Cette question divisa profondément les deux grands acteurs de l'organisation, Assange et Dom Scheidberg. Ce dernier ajoutera que le choix entre la possibilité de respecter le contrat avec les médias, de ne pas publier les documents bruts et celle de les publier distingue le responsable de l'irresponsable. Le but de Wikileaks est d'ébranler les institutions et de protéger les sources. Il semble que l'organisation peut parfois se détourner de cet idéal à cause de l'obsession de transparence de Assange. De plus, on peut rajouter que parfois, ébranler certaines institutions, c'est presque desservir le bien commun. Lorsque Manning est condamné à 35 ans de prison, il s'agit bien d'un dommage collatéral de la guerre personnelle de Julian Assange. Dévoiler des câbles diplomatiques des services étrangers américains mettant en évidence des commentaires de l'ordre du ragot sur telle ou telle personnalité ne contribue que à la détérioration des relations entre acteurs internationaux et instaure alors un climat délétère. La nature et la pertinence des documents sont alors posées.
Ces questions amènent également à une réflexion sur le statut de Wikileaks, car l'organisation révèle et dénonce, mais il s'avère que ce ne sont pas des actions nouvelles venant d'une organisation se voulant médiatique. En effet, le Canard Rouge enchaîné ou Mediapart en France sont des médias très critiques qui enquêtent et divulguent des informations pour une plus grande transparence de la vie politique française. La force d'action de ces journaux a été démontrée à maintes reprises dans cette année 2014 et plus généralement dans l'histoire. Cependant, il est vrai que ce journalisme peut paraître se perdre dans les grands noms des médias, faute de moyens et de temps. Cependant, de par sa structure et ses méthodes, Wikileaks s'oppose dans la totalité à ce que l'on appellerait les médias traditionnels. Alors même que Wikileaks se construit à contrario des géants des médias, l'organisation va finir par prendre part au système par nécessité, la nécessité d'une couverture médiatique mondiale. De plus, la relation entre Wikileaks et ses partenaires a été problématique et très révélatrice de cette ambiguïté. Un contrat avait été passé entre Wikileaks et les médias traditionnels. Or, Assange finira par les trahir. On peut ainsi se demander si la transparence absolue doit-elle être mise en place par les possibilités que nous offre l'informatique. L'affaire Wikileaks pose ainsi la question des secrets et des mensonges qui sont des éléments centraux de la diplomatie mondiale. Pourtant, dans un monde moderne, informatisé, les fuites deviennent de plus en plus faciles. En effet, 2 500 000 personnes à travers le monde ont accès à l'intranet du Pentagone. Les probabilités de fuite deviennent de plus en plus importantes, de par les structures et les techniques de l'information, dans tous les secteurs de l'activité humaine. À l'heure du commencement de l'ère numérique, Wikileaks apparaît comme une des premières organisations émanant de la société civile, rassemblant des spécialistes de l'informatique pour mettre ses connaissances au service de l'action sociale et de la société. La confidentialité, le secret et les mensonges ont toujours été le lot quotidien de ces affaires. Ces activistes ont exposé au monde entier des opérations quotidiennes de terrain qui ont constitué un choc pour les opinions publiques, qui ne baignent pas dans la même réalité que celle de la diplomatie internationale et de la guerre. L'infrastructure informatique qui s'est créée ces 20 dernières années a donné le pouvoir à beaucoup de citoyens anonymes de faire exploser le système. Il suffit d'un individu ayant accès à des informations qu'il juge d'intérêt public et de quelques personnes compétentes et motivées pour donner sens aux documents bruts afin d'accéder à une plateforme de diffusion de grande échelle pour obtenir une large visibilité. Avec l'affaire Wikileaks qui débute en 2006, le monde des institutions a pris conscience de la porosité du système informatique, tout comme la société civile l'a compris lors de l'affaire Snowden en 2013. Les États-Unis et les institutions ont pris leurs dispositions face à cette nouvelle réalité. Une équipe d'une centaine de personnes ont enquêté et surveille les activités de Wikileaks et de son gourou Assange. Les moyens pour sécuriser les installations numériques ont été développés pour affronter ce nouveau genre de guerre numérique du XXIe siècle. La société civile, dans son ensemble, ou en tout cas son opinion publique, a quant à elle accepté cet état de fait. Seuls des groupes d'activistes avec de plus ou moins bonnes intentions voient le jour. Certains réussissent et s'imposent sur la scène politico-médiatique mondiale comme Wikileaks. Toutefois, la nouvelle génération plus responsable d'activisme et de lanceurs d'alerte apparaît et se construit au fur et à mesure. Daniel Domscheit-Berg a en effet fondé sa propre plateforme avec l'ONG OpenLeaks. Elle a les mêmes buts que Wikileaks, mais ne diffuse rien elle-même. La plateforme assure l'anonymat et met en relation le lanceur d'alerte avec les médias, ONG et syndicats concernés qui publient et diffusent selon les contextes particuliers. Les scandales mondiaux sont alors évités. L'organisation reste encore peu active, mais est en développement. Ainsi, Wikileaks est le premier représentant de cette volonté de transparence de la société civile, une volonté rendue possible par le progrès informatique. Dès lors, Wikileaks apparaît être un centralisateur de lanceurs d'alerte, à cause de la personnification de l'organisation par Julian Assange. Cependant, cette affaire est marquée par le départ d'un combat pour le contrôle de l'information sur un champ de bataille inconnu avant le XXIe siècle. Aujourd'hui, la possibilité de faire fuiter des documents pour informer les citoyens du monde des réalités de la guerre, de la politique ou de l'économie est devenue immuable. Les institutions ont affiché leur position sur la question. Il est désormais nécessaire de savoir de quelle manière la société civile va-t-elle réaliser sa volonté de transparence ?